La France vient d'être libérée. Paris fête la victoire, les cloches sonnent dans les villages, les enfants agitent de petits drapeaux tricolores. Mais dans l'ombre des festivités, une autre scène se joue. Plus sombre, plus brutale. Des hommes et des femmes sont traqués, arrêtés, jugés à la hâte, ou exécutés sans jugement. Pourquoi? Parce qu'ils sont accusés d'avoir collaboré avec l'occupant nazi. Et la résistance, parfois livrée à elle-même, décide de faire le ménage. Dès l'été 1944, au fur et à mesure que l'Allemagne recule et que les troupes alliées avancent, la résistance prend le pouvoir localement. Dans les jours qui suivent la libération, entre 9 000 et 10 000 personnes sont exécutées sommairement en France. Cela signifie, sans procès, sans avocat, sans appel. Une balle dans la nuque, une rafale dans un champ, une corde au premier arbre venu. Certaines exécutions sont spectaculaires. À Tulle, en Corrèze, un instituteur est pendu en public avec une pancarte autour du cou, traître à la patrie. À Marseille, le corps d'un milicien est traîné derrière une voiture à travers les rues, jusqu'à ce que son visage soit méconnaissable. À Lyon, plusieurs membres de la Gestapo française sont abattus sur place, parfois dans les caves même où ils avaient torturé des résistants. Mais le symbole le plus connu reste celui des tondus, ces femmes accusées d'avoir eu des relations avec des soldats allemands. Entre 20 000 et 30 000 femmes sont tondues, parfois en plein jour, sur les places des villages, devant une foule rieuse ou haineuse. Ce châtiment est autant sexuel que politique. On les rase, on les gifle, on les frappe, parfois on les marque au fer rouge, avec une croix gammée sur le front ou le ventre. Certaines sont promenées nues dans les rues, accompagnées d'anciens résistants qui brandissent le drapeau tricolore. Le cas de Simone Touzeau, à Chartres, est l'un des plus célèbres. Son image, le crâne rasé, portant son bébé dans les bras, a fait le tour du monde. Ce jour-là, plusieurs photographes américains sont présents, immortalisant une scène qui gênera longtemps les autorités françaises. Simone avait eu une liaison avec un soldat allemand. Rien d'illégal, rien de prouvé. Mais la foule voulait un symbole. Elle est devenue le bouc émissaire. Dans certains cas, des femmes sont violées avant d'être tondues, dans un mélange sordide de vengeance et de pulsion. On les frappe, on les traite de putes à boche, on les fait s'agenouiller devant leur bourreau. Un résistant témoignera plus tard. C'était plus facile de s'en prendre à des femmes. On n'avait pas besoin d'armes. Et elles n'étaient pas armées non plus. Mais qui étaient les collabos? Le mot « collaborateur » couvre tout et n'importe quoi. Bien sûr, il y avait les miliciens, les agents de la Gestapo française, les dénonciateurs qui livraient des familles juives ou des résistants aux Allemands. Ceux-là, personne ne les regrette. Mais dans le tumulte de la libération, des gens ont été exécutés pour bien moins. Certains parce qu'ils avaient fréquenté des Allemands sans les dénoncer. D'autres parce qu'ils étaient commerçants et avaient servi l'occupant sous la contrainte. À Bordeaux, un jeune facteur est fusillé parce qu'il avait livré le courrier de la commandanture. Pourtant, c'était son métier. Il n'avait dénoncé personne. Il avait juste continué à travailler. À Nice, un pharmacien est battu à mort dans sa boutique parce qu'il avait vendu des médicaments à des soldats allemands. Son fils, âgé de 12 ans, assiste à la scène sans pouvoir intervenir. Parfois, la jalousie ou les rancunes personnelles déguisent les accusations de collaboration. Un notaire est exécuté en Bretagne parce qu'il avait eu un conflit foncier avec un résistant local, qui l'accusera ensuite d'avoir aidé les Allemands. Aucun document ne viendra jamais le prouver. Des figures célèbres tombent sous les balles ou devant les tribunaux. Parmi les cas les plus célèbres, Pierre Laval, ancien chef du gouvernement de Vichy, est capturé, jugé et fusillé en octobre 1945. Avant sa mort, il tente d'absorber du poison dans sa cellule, mais on le sauve, pour le conduire au peloton. Philippe Henriot, secrétaire d'État à l'information et voix de la propagande pro-nazie, est abattu dans son lit à Paris par un commando de résistants, le 28 juin 1944. On le surnommait le Goebbels français. Robert Brasillac, écrivain et intellectuel collaborationniste, est condamné à mort et fusillé en février 1945, malgré une pétition de grands écrivains, dont François Mauriac, pour demander sa grâce. Même l'actrice Arletty est arrêtée, car elle avait eu une liaison avec un officier allemand. Elle répliquera avec aplomb: « Mon cœur est français, mais mon cul est international. » Et De Gaulle?
Le général de Gaulle, revenu au pouvoir à la tête du gouvernement provisoire, sait parfaitement ce qui se passe. Il est furieux contre les exécutions sauvages, car elles salissent l'image d'une France victorieuse. Mais il comprend aussi que la colère est immense, et que la justice républicaine mettra du temps à se remettre en marche. Alors, il joue un double jeu. Il laisse faire, un temps. Puis il impose rapidement l'épuration légale, tribunaux d'exception, cours de justice, procédures encadrées. Il veut éviter une guerre civile. Il refuse de se laisser déborder. Mais certains résistants racontent qu'on leur a dit, sous cap: faites le ménage, mais sans éclaboussure. L'épuration, entre justice populaire et règlement de compte. Les violences ne sont pas toujours politiques. Elles révèlent aussi les tensions sociales, les haines de village, les jalousies accumulées. Dans de nombreuses régions rurales, des paysans pauvres exécutent des notables riches sous couvert de collaboration. D'anciens résistants deviennent chefs de bande. Des meurtres crapuleux sont maquillés en actes de résistance. Le sociologue Edgar Morin dira: l'épuration, ce n'est pas seulement punir les traîtres. C'est aussi redessiner la carte des pouvoirs locaux. Et la République, dans tout cela, mettra des années à distinguer les vrais coupables des victimes d'une justice déchaînée. L'épuration sauvage est donc un moment charnière de l'histoire. Les Français ont voulu punir. Mais parfois, ils ont puni sans preuve. Et dans cette zone grise entre guerre et paix, les instincts les plus sombres ont parfois pris le dessus. Si cette plongée dans l'histoire vous a interpellé, si vous avez appris quelque chose de nouveau, merci de bien vouloir liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À très bientôt pour un nouveau récit.